Durant l'été 1974, en Allemagne de l'Ouest, l'équipe nationale néerlandaise, surnommée la Tempête Orange, a fait vibrer les supporters du monde entier en réalisant un parcours exceptionnel lors de la Coupe du Monde. Forte d'une génération de joueurs au talent exceptionnel et d'un style de jeu basé sur le football total, une attaque fulgurante, une défense impénétrable et une maîtrise parfaite de la mobilité tactique. Elle a non seulement brillé par son style de jeu, mais est aussi entrée dans la mémoire de toute une génération de passionnés de football. Malgré sa défaite en finale, elle a été consacrée championne dans le cœur des supporters. Mais derrière ces moments de gloire sur le terrain, se cachent des joueurs au destin bien différent. 50 ans ont passé, et le temps a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains continuent de conquérir de nouveaux sommets, d'autres choisissent une retraite paisible, et d'autres encore ont vu leur parcours s'interrompre tragiquement. Revenons sur les hauts et les bas des joueurs qui incarnaient l'âme de la génération dorée néerlandaise de cette année-là. Neeskens était le guerrier qui protégeait l'artiste nommé Cruyff. À 22 ans, il était le moteur infatigable de la Tempête Orange, se distinguant par son tempérament fougueux, sa capacité à tacler avec agressivité et une grande technique. Son premier penalty lors de la finale de 1974 fut la preuve la plus éclatante de son caractère d'acier, puissant, direct et intrépide. La carrière de Neeskens était étroitement liée à celle de son aîné, Cruyff, lorsqu'il suivit Saint-Johan à Barcelone puis au New York Cosmos. Les supporters catalans le surnommaient affectueusement Johan Segon, Johan le Second, non seulement en raison de son nom, mais aussi de son dévouement. Après sa retraite de joueur, Neeskens choisit la voie du coaching et voyagea aux quatre coins du monde, de la Suisse à l'Australie, en passant par l'Afrique du Sud, partageant sa passion pour le football et semant de la graine dans des contrées lointaines. Il mena une vie discrète, loin du tumulte des stars contemporaines, mais contribuant à l'essor du football. Dans la vie, Neeskens est tout le contraire de l'image de boucher qu'il projette sur le terrain. C'est un homme doux, discret et chaleureux. Plus tard, il a rejoint le programme World Coaches de la KNVB, Fédération néerlandaise de football, parcourant le monde pour former des entraîneurs dans les pays en développement. Il trouve davantage de joie à aider la communauté qu'à se complaire dans la gloire passée. Sur le terrain, il était celui qui réparait les erreurs de ses coéquipiers. Et en dehors, il continuait de bâtir discrètement les fondations pour la génération suivante. Un sacrifice silencieux tout au long de sa vie. Cependant, une triste nouvelle a bouleversé le monde. Le 6 octobre 2024, alors qu'il participait à une mission d'entraînement en Algérie, Johan Neeskens est décédé subitement à l'âge de 73 ans. Sa disparition récente a été un choc immense, nous rappelant que les héros du passé disparaissent peu à peu de ce monde. Rob Rensenbrink faisait figure d'étranger au sein des effectifs constellés de stars de l'Ajax et du Feyenoord à l'époque, ayant évolué en Belgique. Surnommé le Serpent, Rensenbrink possédait une technique de dribble incroyable et un talent redoutable pour marquer des buts. Lors de la Coupe du Monde 1974, il était parfaitement à sa place sur l'aile gauche, mais le destin semblait toujours jouer contre lui, car il était souvent éclipsé par l'aura de Cruyff. Après 1974, Rensenbrink est devenu la plus grande légende de l'histoire du club d'Anderlecht, Belgique. Le point culminant de sa carrière tragique fut ce tir qui heurta le poteau lors de la finale de la Coupe du Monde 1978. Un moment où, s'il avait fait mouche, il serait devenu meilleur buteur et les Pays-Bas auraient été champions du monde. Il se retira alors du monde et mena une vie extrêmement discrète, loin des médias, à l'écart du tumulte du football moderne. Rensenbrink menait une vie simple dans la campagne d'Oostzaan. Il aimait pêcher et jardiner et accordait rarement des interviews. Il a gardé la peur d'être abattu toute sa vie, mais l'a affronté en silence. Dans ses dernières années, il a lutté contre la terrible maladie de la myotrophie spinale, PSMA, qui a progressivement immobilisé celui qui, autrefois si souple, était surnommé l'homme serpent. Sur le terrain, il était un artiste mélancolique, et en dehors, un solitaire. Le silence de Rensenbrink était une note triste dans la brillante symphonie du football néerlandais. Le parcours discret de cet artiste s'est achevé. Le 24 janvier 2020, Rob Rensenbrink s'est éteint à l'âge de 72 ans des suites de complications liées à la dystrophie musculaire. Il est parti avec le regret d'avoir manqué de peu la gloire. Johnny Rep était la révélation de l'équipe cette année-là.
À 22 ans, il apportait jeunesse, vitesse et une capacité à pénétrer la surface de réparation avec finesse. Auteur de 4 buts durant le tournoi, Rep était un attaquant redoutable, toujours capable de faire la différence au bon moment. Il incarnait à la perfection le galant et le romantisme du jeu offensif néerlandais. Après la Coupe du Monde, Rep a joué en Espagne, Valence et en France, Bastia, Saint-Étienne, devenant le joueur néerlandais ayant marqué le plus de buts en Coupe du Monde. Un record toujours inégalé avec 7 buts. Sa vie a été une succession de jours de gloire, d'histoires d'amour et de moments difficiles après sa retraite. Il a confié avoir traversé des périodes financières compliquées et souffert de solitude après avoir quitté les terrains. Johnny Rep est un vieil homme jovial, toujours aussi charmant. Il a vécu un temps dans un camping-car, en quête de liberté, avant de se sédentariser. Il apparaît souvent dans des émissions de souvenirs, racontant avec un sourire nostalgique les vieilles blagues de loge. Ces derniers temps, sa santé s'est quelque peu dégradée en raison de problèmes cardiaques. Attaquant redoutable sur le terrain, Rep mène aussi une vie imprévisible, tout gagner ou tout perdre. Cette générosité est à la fois une force et un défi pour ses vieux jours. Aujourd'hui, à 73 ans, Johnny Rep coule toujours des jours paisibles dans sa ville natale, malgré une santé bien plus fragile depuis la pose d'un stimulateur cardiaque fin 2024. Il est un témoin vivant, un détenteur de records et le conteur le plus spirituel d'un âge d'or révolu. Van Hanegem était le complément idéal de Cruyff, lent, taciturne, mais doté d'une passe en banane qui transperçait les défenses. Il jouait avec une motivation particulière, une vengeance personnelle contre les Allemands, née d'une tragédie familiale survenue pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur le terrain, il était un rock, mentalement fort et rusé, mais aussi un artiste. Après une brillante carrière de joueur au Feyenoord, il devint un entraîneur à succès, puis l'un des commentateurs journalistes les plus incisifs des Pays-Bas. Connu pour son franc-parler et son caractère difficile, il n'hésitait pas à critiquer qui que ce soit, même ses joueurs vedettes. La vie de Van Hanegem est marquée par la résilience face au deuil. Son père et ses frères sont morts à la guerre. Il a vaincu un cancer de la prostate en 2018 avec la même ténacité qu'il déployait sur les terrains de football. Aux Pays-Bas, on le surnomme affectueusement le vieux fou attachant, qui dit toujours la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Son allure voûtée sur le terrain semble refléter le poids du passé, mais aussi sa force de caractère face aux épreuves de la vie. Il est difficile d'accès et distant, mais il cache un cœur passionné de football. Aujourd'hui, à 80 ans, Willem van Hanegem demeure une voix influente de la presse néerlandaise. Il conserve sa lucidité et son esprit vif, et reste un symbole éternel du Feyenoord, rappelant à la jeune génération la valeur de la persévérance. Johan Cruyff n'était pas seulement le capitaine, il était Saint Johan, l'âme du milieu de terrain et le fer de lance de l'équipe des Pays-Bas de 1974. Avec ses dribbles virtuoses, son fameux Cruyff Turn et une vision tactique avant-gardiste, il a transformé le football en un véritable art. À 27 ans, sa performance témoignait d'une excellence absolue, forçant le monde entier à admirer le concept de joueur complet. Après l'amère mais glorieuse défaite de Munich, Cruyff continua à jouer au plus haut niveau, d'abord au FC Barcelone, puis à l'Ajax et au Feyenoord. Mais son plus grand héritage réside non seulement dans ses buts, mais aussi dans la révolution qu'il a impulsée en tant qu'entraîneur. Il créa le Dream Team au FC Barcelone, posa les fondements de l'académie de formation de la Masia et redéfinit la mentalité du football moderne dont Pep Guardiola et Xavi héritèrent plus tard. Sa vie fut une succession d'exploits, du refus de porter le maillot à 3 bandes d'Adidas en raison de son contrat avec Puma, au choix du prénom Jordi pour son fils, en plein cœur de la dictature franquiste. En dehors des terrains, Cruyff était un homme de famille, mais aussi un homme de caractère, obstiné et plein de ressources, célèbre pour son tabagisme. Il a vu son image se transformer en symbole de sa santé déclinante. Après une opération du cœur en 1991, il remplace les cigarettes par des sucettes Chupa Chups, une image à la fois charmante et troublante de la fragilité de la vie. Il consacra ses dernières années à la fondation Johan Cruyff, œuvrant pour l'accès au sport des enfants handicapés, fidèle à ses convictions humanitaires. Il y avait une ressemblance frappante entre Cruyff sur le terrain et Cruyff en dehors. Toujours maître de la situation, toujours maître de lui, refusant la médiocrité. Il vivait comme il jouait, avec intelligence, obstination et talent artistique. Cependant, cette aventure extraordinaire prit fin.
Le 24 mars 2016, Johan Cruyff s'éteignait à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. Son décès laissa un vide immense dans le monde du football, mais sa philosophie est devenue immortelle. Youngblood était le choix le plus controversé, mais aussi le plus judicieux pour l'entraîneur Rinus Michels. À 33 ans, avec son étrange numéro 8 dans le dos, il ressemblait davantage à un épicier qu'à un athlète. Il montait souvent hors de sa surface, jouait comme gardien libéraux et attrapait parfois le ballon à main nue. Il incarnait à la perfection le radicalisme du football total. Il a continué à jouer jusqu'à l'âge de 45 ans, un record incroyable, mais sa vie a été marquée par une fin tragique. Son fils, Eric Youngblood, lui aussi gardien de but, est mort sur le terrain, foudroyé en 1984. J'en ai dû assister à l'horrible scène. Après ce drame, il a mené une vie paisible, trouvant du réconfort dans la pêche plutôt que dans le football. Youngblood était un homme simple, indifférent à la gloire et à la fortune. Il avait même refusé de rejoindre le grand Ajax pour pouvoir aller pêcher. La douleur de la perte de son fils l'a marqué à jamais, faisant de lui un père profondément attristé, mais qui s'efforçait malgré tout de vivre avec courage. Sur le terrain, c'est un gardien de but excentrique, seul au milieu de ses cages. Dans la vie, il doit aussi affronter seul la plus grande douleur de son existence. L'image de lui attrapant le ballon sans gants symbolise sa façon d'affronter la vie, nu et sans défense. Le parcours du légendaire gardien de but s'est achevé. Le 30 août 2023, Johan Youngblood s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie. Il laisse derrière lui l'histoire d'un homme ordinaire aux exploits extraordinaires. Ruud Krol incarnait l'élégance défensive. Avec sa longue chevelure romantique et son calme imperturbable, il ne se contentait pas de défendre, mais initiait également les attaques grâce à des passes longues et précises. Son puissant tir lointain contre l'Argentine ou ses courses sur les ailes sont des exemples parfaits pour le poste d'arrière latéral moderne. Après l'âge d'or de l'Ajax, Krol rejoint l'Italie pour jouer à Naples et y devient une véritable idole, choisi rare pour un joueur étranger à cette époque. Après sa retraite, il se consacre entièrement au football, entraînant aux 4 coins du monde, d'Égypte à la Tunisie en passant par l'Afrique du Sud, où il mène Orlando Pirates à un triplé historique. Il devient un véritable citoyen du monde. Krol mène une vie de grand nomade, s'adaptant à toutes les cultures. Il choisit de ne pas s'installer dans le confort de sa Hollande natale, mais de s'aventurer sur le continent africain ou dans le monde arabe. C'était un homme toujours en mouvement. Sa polyvalence et son adaptabilité sur le terrain, capable de jouer à tous. Les postes en défense et au milieu de terrain se sont transposés dans sa vie, l'aidant à réussir dans différents environnements footballistiques à travers le monde. Aujourd'hui, 75 ans, Ruud Krol conserve l'élégance d'un gentleman. Bien qu'il ne dirige plus d'équipe, il est souvent sollicité comme conseiller et expert, apportant aux générations futures l'expérience d'une vie de voyageur. Wim Surbier régnait en maître sur l'aile droite. Il fut le premier à introduire le jeu en débordement moderne, rapid, puissant et incroyablement agile. Surbier était un rouage essentiel de l'Ajax et de l'équipe nationale néerlandaise. Sa carrière fut intimement liée à l'Ajax, puis à ses années aux États-Unis avec ses anciens coéquipiers. Il était réputé pour être le plus drôle de l'équipe, taquinant sans cesse ses coéquipiers pour détendre l'atmosphère avant les grands matchs. Lui et Cruyff étaient de proches amis, partageant gloire et secrets. La vie de Surbier après sa retraite ne fut pas un long fleuve tranquille, tant sur le plan financier que conjugal, mais il garda toujours un sourire optimiste. Il vécut simplement, parfois dans la pauvreté, mais ne perdit jamais sa personnalité joyeuse et généreuse. Sur le terrain, il court sans relâche pour soutenir ses coéquipiers, et dans la vie de tous les jours, il est toujours celui qui apporte rire et joie aux autres, même s'il rencontre parfois lui-même des difficultés. Mais ce rire dut s'éteindre. Le 12 juillet 2020, Wim Surbier s'est éteint à l'âge de 75 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Il a rejoint son ami proche Cruyff, laissant derrière lui le deuil de tous ceux qui aimaient son sourire. Harry Hahn évoluait au poste de milieu défensif puis de libéraux. Sa plus grande force résidait dans ses frappes lointaines tonitruantes qui transperçaient les filets adversés, comme le but marqué contre l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest en 1978.
C'était lui qui débloquait le jeu lorsque les combinaisons étaient bloquées. Après son départ de l'Ajax, Han connut une brillante carrière à Anderlecht. Entraîneur nomade à l'instar de Krul, il connut un succès retentissant et une grande popularité en Chine et en Albanie. Doté d'une forte personnalité, son style d'entraînement était parfois excentrique. Ses tirs audacieux à longue distance reflétaient sa nature aventureuse, osant se lancer des défis en terres nouvelles, comme le football chinois à ses débuts. Aujourd'hui, 66 ans, Harry Han a pris sa retraite après de nombreuses années de voyage à travers les continents. Il mène une vie discrète, mais reste dans les mémoires comme l'un des batteurs les plus puissants de l'histoire du football américain. Wim Jansen n'était pas flamboyant, loin de là, mais sans lui, la machine Total Force se serait effondrée. C'était lui qui faisait le lien entre les lignes, comblait les brèches et maintenait le rythme. Cruyff lui-même a dit un jour que Jansen était l'une des rares personnes à vraiment comprendre le football. C'est lui qui a subi la faute provoquant le penalty dès la première minute de la finale de 1974. Légende du Feyenoord, il avait créé la surprise en rejoignant l'Ajax, club rival. À l'invitation de Cruyff, il reçut une boule de neige en plein œil dès son premier match. Il devint ensuite entraîneur du Celtic et fut celui qui révéla Henrik Larsson. Atteint de démence à la fin de sa vie, il connut une fin tragique pour ce grand nom du football. Le 25 janvier 2022, Wim Jansen s'est éteint à l'âge de 75 ans. Bien que sa mémoire l'ait parfois trahi ces dernières années, son souvenir restera à jamais gravé dans le cœur de ses fans. Wim Rijsbergen était l'homme resté en retrait pour verrouiller la porte et combler le vide laissé par l'attaquant flamboyant Ruud Krol. À 22 ans, il a disputé les 7 matchs de la rencontre, incarnant à la perfection le rôle d'un stopper classique. Féroce, inflexible et d'une discipline exemplaire, Rijsberg était le pilier de la défense, celui qui abattait les tâches les plus ingrates pour que les attaquants puissent se consacrer pleinement à leur art. Après son triomphe avec Feyenoord et 2 Coupes du Monde exceptionnelles, Rijsberg osait un pari audacieux. Il traverse l'océan pour rejoindre les États-Unis et jouer au New York Cosmos. Là-bas, il côtoie des légendes comme Pelé et Franz Beckenbauer et s'épanouit dans le faste du football américain. Après avoir raccroché ses crampons, il se consacre pleinement au développement du football, entraînant des équipes dans des régions défavorisées comme Trinité et Tobago, l'Indonésie et les îles Salomon. Rijsbergen était un homme d'affaires, sérieux et sans prétention. Sa vie était un perpétuel voyage entre les continents. Après sa carrière de joueur, il consacra une grande partie de son temps au développement du football dans les régions défavorisées, faisant preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'un dévouement sans faille. Sur le terrain, il est celui qui, in silence, permet à ses coéquipiers de briller. Dans la vie, en tant qu'entraîneur, il continue d'œuvrer dans l'ombre pour aider les petites équipes de football à progresser. Une remarquable constance dans la personnalité de cet homme. Aujourd'hui, à 73 ans, Wim Rijsbergen a pris sa retraite aux Pays-Bas après avoir subi un léger infarctus il y a quelques années. Il reste dans les mémoires comme l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, ayant joué aux côtés de Saint-Jean et de Pelé, le roi du football. Piet Keizer arriva à la Coupe du Monde. 1974, auréolé du statut de légende vivante de l'Ajax, rival de Cruyff et son partenaire le plus régulier. Cependant, ce tournoi marqua une tournant dans sa carrière. Le sélectionneur Rinus Michels lui préférant Rob Rensenbrink. Keizer ne disputa qu'un seul match, contre la Suède. Néanmoins, sa présence sur le banc symbolisait la profondeur impressionnante de l'effectif néerlandais de l'époque. Piet Keizer était un symbole de fidélité absolue, un joueur d'un seul club qui a évolué exclusivement à l'Ajax durant toute sa carrière. Cependant, juste après la Coupe du Monde, 1974. Un conflit tactique avec l'entraîneur Hans Krey l'a conduit à prendre une décision surprenante. Prendre sa retraite à l'âge de 31 ans. Il a rompu définitivement avec le monde du football professionnel, refusant toutes les propositions d'entraîneurs ou de commentateurs et choisissant de se retirer des projecteurs. Keizer menait une vie extrêmement discrète, voire mystérieuse. Devenu agent de joueur, il agissait avec une grande discrétion. On le décrivait comme intelligent, perspicace, mais quelque peu amer envers le monde du football, qui avait trop changé depuis son époque. Il attachait une importance capitale à sa vie privée et apparaissait rarement en public. Sur le terrain, Keizer était un artiste fier, doté de dribbles magiques. Endehor, cette même fierté, l'a conduit à quitter le monde du football lorsqu'il a perdu le respect qu'il méritait. Plutôt que de faire des compromis, c'était un génie solitaire.
Cependant, le parcours de ce génie s'est achevé dans une profonde tristesse. Le 10 février 2017, Piet Keizer s'est éteint à l'âge de 73 ans après une courte lutte contre un cancer du poumon. Sa disparition a brutalement fait prendre conscience à tous que le football néerlandais lui devait un hommage plus digne de son vivant. René van de Kerkhoff, avec son frère jumeau Willy, a principalement joué un rôle de remplaçant, stratégique pour les Ouragans d'Orange lors de la Coupe du Monde 1974. Cependant, il est entré en jeu en seconde période de la finale fatidique contre l'Allemagne de l'Ouest, avec l'espoir de renverser la situation. Bien qu'il n'ait joué que 45 minutes durant tout le tournoi, la vitesse et l'énergie de René laissaient présager l'émergence d'une future star. Après 1974, René est devenu une légende du PSV Eindhoven. Avec son frère Willy, il a brillé de 1000 feux lors de la Coupe du Monde 1978, atteignant une nouvelle fois la finale. Pelé l'a un jour classé parmi les 125 plus grands joueurs vivants, un honneur immense qui prouvait que son talent dépassait largement les frontières des Pays-Bas. René et Willy sont inséparables. Ce sont les jumeaux footballeurs les plus célèbres au monde, faisant tout ensemble, des affaires aux événements mondains. René est un homme d'affaires jovial, sociable et prospère. Il garde toujours le sourire, même si son équipe a frôlé la finale à 2 reprises. Sur le terrain, René se précipitait sans cesse vers l'avant à une vitesse vertigineuse. En dehors du terrain, il menait une vie tout aussi dynamique, en perpétuel mouvement et en constante évolution. Sa relation fusionnelle avec son frère jumeau témoignait également de l'excellent esprit d'équipe dont il faisait toujours preuve. Aujourd'hui, à 73 ans, René van de Kerkhoff est toujours en pleine forme et se rend régulièrement dans les tribunes du stade Philips pour encourager le PSV. Il est un véritable trésor vivant du football néerlandais, la preuve que l'échec n'est parfois qu'un tremplin vers la création d'une légende. Rinus Israël aborde la Coupe du Monde 1974 en vétéran aguerri, capitaine de l'équipe d'Europe qui avait remporté le titre avec Feyenoord en 1970. Bien qu'il ait dû rester sur le banc face à Krul et Rijsbergen en raison de la philosophie de Michels privilégiant l'Ajax à chacune de ses apparitions, 3 matchs. Rinus d'acier fit étalage de son autorité et de son jeu aérien exceptionnel. Il était le joueur idéal lorsque l'équipe avait besoin de ténacité et de puissance physique. Après sa retraite de joueur, Rinus s'est reconverti en entraîneur et a connu un grand succès au Feyenoord, au Dynamo Bucarest et aux Émirats arabes unis. Il est réputé pour son style d'entraînement rigoureux, fidèle à son surnom de joueur. C'est également un commentateur sportif incisif, souvent direct et controversé, qui n'hésite pas à faire des remarques sans ménagement. Rinus Israël incarne la vieille génération néerlandaise, travailleur, franc et sans prétention. Il mène une vie de famille confortable, mais se tient à l'écart des médias à sensation. Attaché aux valeurs traditionnelles, il n'hésite pas à rappeler aux jeunes générations l'importance du professionnalisme. Le surnom Rinus d'acier lui allait à merveille. Redoutable sur le terrain, intransigeant dans son rôle d'entraîneur et direct dans ses propos. C'était un homme qui ne cédait jamais sous la pression. Aujourd'hui, à 83 ans, Rinus Israël coule une retraite paisible. Bien que sa santé ne lui permette plus d'apparaître aussi souvent à la télévision qu'auparavant, le nom IJzeren Rinus demeure un monument emblématique à Rotterdam, symbole de l'esprit combatif indomptable du Feyenoord. Theo de Jong n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque le 11 de départ, mais il est l'atout maître de Rinus Michels, on phase de groupe. Il a inscrit le but de la victoire lors du succès 4-1 face à la Bulgarie. Notamment, en finale, alors que les Pays-Bas étaient menés au score. Il a remplacé Wim Rijsbergen pour dynamiser l'attaque. L'agressivité de Jong et sa capacité à frapper de loin sont les armes secrètes de la tempête orange. Après son départ de Feyenoord, De Jong a connu une carrière nomade et atypique, jouant notamment à Hong Kong Seco, une destination insolite à l'époque. Sa carrière d'entraîneur fut encore plus riche, puisqu'il a dirigé des clubs et des équipes aux 4 coins du monde. Du Cameroun à l'Iran, de la Mongolie au Nigeria. C'est lui qui a diffusé la philosophie du football néerlandais jusque dans les contrées les plus reculées. Theo de Jong était un homme ouvert d'esprit et aventureux. Son choix de jouer en Asie dans les années 1980 a démontré qu'il n'avait pas peur des défis et de la découverte de nouvelles cultures. Son fils, Dave de Jong, a lui aussi suivi les traces de son père en se consacrant au football. Son rôle de cascadeur sur le terrain semble lui avoir appris à s'adapter avec une grande facilité.
Il n'a pas besoin d'être la star la plus brillante, mais il est prêt à aller partout et à tout faire pour contribuer au football. Aujourd'hui, 77 ans, Theo de Jong conserve toute sa lucidité et sa passion pour le football. Il continue de travailler comme consultant et retrouve régulièrement ses anciens coéquipiers de 1974, avec lesquels il évoque son but mythique et ses instants brefs mais glorieux de la finale de la Coupe du Monde.